La plupart de la philanthropie est gérée par des personnes riches et blanches qui sont en lien étroit, soit familial ou professionnel ou social, avec les personnes qui ont accumulé la richesse qui est redistribuée par la philanthropie. Et donc, si on croit que la plupart de l'accumulation de la richesse passe à travers de la violence structurelle, ça veut dire que les personnes qui gèrent la plupart de l'industrie philanthropique sont en lien étroit avec les personnes qui ont causé des torts. Tu es le nouveau Rockefeller, un philanthrope. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils veulent changer le monde. Quelle drôle d'idée. Dans un esprit philanthropique. Vous pouvez répéter? Philanthropique. Philanthropique. Je vous donne un peu de pognon. Et finalement, quand beaucoup de gens aujourd'hui me disent « Mais comment fais-tu pour avoir cette humanité ?» Eh bien, je leur réponds très simplement, je leur dis « C'est ce goût de l'amour, ce goût donc qui m'a poussé à me mettre au service de la communauté, à faire le don de soi. » S'emparer d'un mot qui porte l'amour de l'humanité comme message, en saisir tout le sens et la complexité en toute simplicité, découvrir des hommes et des femmes qui s'engagent, écouter leurs histoires réenchanter le monde avec authenticité. Bienvenue dans Philanthropio, le premier podcast francophone qui raconte la philanthropie et dans lequel je vais à la rencontre de ceux qui la font. Salut les philanthrophiles! Aujourd'hui, on va parler de philanthropie de justice sociale. Une philanthropie extrêmement politisée, militante et profondément anticapitaliste, portée par de jeunes héritiers prêts à renoncer à leurs privilèges et leurs fortunes pour combattre l'injustice de l'ordre social. Ça ne vous aura pas échappé que nous sommes entrés dans la période de notre histoire où les inégalités s'accélèrent. Un rapport de l'organisme Oxfam a d'ailleurs révélé que depuis 2020, les personnes faisant partie de la tranche des 1% les plus fortunés ont accumulé près du 2/3 de la création de richesse mondiale. Alors que pouvons-nous faire pour rééquilibrer la balance sociale ? À mon micro, je reçois John McPhedran-Wetzer, l'organisateur national de Ressources en Mouvement, une organisation canadienne qui œuvre à la répartition équitable de la richesse et du pouvoir en challengeant la philanthropie traditionnelle. Ensemble, nous avons parlé de ce qui a conduit John à passer de privilégié à transfuge de classe, de la question fiscale entourant la philanthropie dite mainstream, du concept de travail sur les privilèges et des biais qui viennent avec ces privilèges, des actions menées par Ressources en Mouvement, des grands principes de la philanthropie de justice sociale, de la montée des discours anti-riches et du rôle que peut jouer le secteur philanthropique dans la lutte pour la justice fiscale. Bonne écoute! Bonjour John. Bonjour Charlène. Merci de m'accueillir chez toi. Ça fait plaisir. Écoute, je vais te présenter rapidement à nos auditeurs pour qu'on comprenne un petit peu qui tu es. Tu as grandi à Toronto et je te remercie infiniment d'accepter de faire cet épisode en français. Je sais que c'est toujours un effort quand on s'exprime dans une langue qui n'est pas sa langue maternelle. Ça fait du bien de pratiquer. Voilà. Tu as étudié la linguistique, d'où ton talent pour les langues, et la politique à la prestigieuse Université McGill. Tu as d'abord travaillé comme consultant chez McKinsey et compagnie avant de déménager à Berlin en 2009 pour travailler comme directeur du programme d'entrepreneuriat social Globalizer d'Ashoka International. Et par la suite, tu as occupé des rôles de direction dans le secteur communautaire et tu as également une activité de consultant indépendant auprès de clients qui ont des missions à vocation sociale. Et depuis 2016, tu es impliqué au sein de Ressources en Mouvement, une organisation qui se définit comme une communauté de jeunes riches et ou privilégiés de classe, travaillant à la redistribution de la richesse, des terres et du pouvoir. Alors tu en as pris la tête en septembre dernier et tu multiplies les prises de parole pour évangéliser à la philanthropie de justice sociale. On va y revenir. Alors je tenais à t'inviter sur le podcast pour que tu nous partages ton regard critique sur la philanthropie mainstream et comment tu entrevois l'avenir du contrat social, parce que c'est important de garder une certaine forme de pensée en mouvement, même si ça nous met dans des situations inconfortables. Alors, avant de rentrer vraiment au cœur de Ressources en Mouvement, j'aimerais revenir sur les origines de ton militantisme et ton parcours. Tu as très tôt baigné dans le monde de l'activisme, puisque tu as assisté à ton premier rassemblement pour les droits des femmes quand tu avais 4 ans. Et d'ailleurs, je précise à nos auditeurs que tu as le mot féminisme tatoué sur tes doigts. Effectivement. Alors, quel rôle tes parents ont joué dans tes engagements ? Comme tu as lu, j'imagine, j'ai grandi avec une mère très militante féministe qui m'a beaucoup inspiré. Et j'ai aussi grandi avec des parents, et quand je dis des parents, j'inclus ma mère, mon père et ma belle-mère, qui m'ont encouragé à m'épanouir puis à explorer mes intérêts, quoi que ce soit.
et aussi qui m'ont soutenu financièrement. Donc, je pense que quand on parle de profils de personnes qui ont accompli beaucoup de choses, c'est quand même super important de souligner le fait que moi, tout comme beaucoup d'autres personnes avec ce profil-là, ont bénéficié du soutien pour faire des explorations, pour essayer des projets, pour faire des tentatives de choses, puis d'échouer et d'aller apprendre des choses ici, ailleurs. Donc, je suis très, très reconnaissant de ce soutien et je pense que c'est souvent invisibilisé. Donc, ouais, je veux le nommer. Tu parles de ta maman. On peut peut-être juste préciser que c'est quand même une des voix les plus distinguées au Canada en matière d'égalité des sexes. Elle a fait beaucoup en la matière. Et tu as également été initiée à la philanthropie familiale avec ton père. Tu sièges au comité d'un fonds mis en place par ton père à la Fondation communautaire de Toronto. Est-ce que tu peux nous parler de la particularité de ce fonds ? Oui, donc c'est ça. Je devrais aussi nommer le fait que mon père est impliqué dans la philanthropie depuis très longtemps, puis lui-même a poussé des initiatives pour transformer la philanthropie dans les années précédentes. Et lui, il a voulu que nous, ses enfants, on prenne de la relève un peu sur son travail philanthropique. Donc, il a ouvert un fonds de 300 000 $ et il nous a donné le contrôle. Donc, nous, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on voulait partager ce contrôle-là avec les groupes et les communautés qui sont plus directement touchés par les enjeux sociétaux. Donc, on a créé un système qu'on appelle en anglais de flow funding, donc le financement qui coule, je sais pas, mais pour chaque choix de financement que nous on fait en tant que les enfants de notre père, on invite le groupe qui reçoit ces fonds-là de choisir un autre groupe pour recevoir des fonds équivalents. Et comme ça, on partage la prise de décision avec les groupes qui sont financés. D'accord, c'est comme une chaîne finalement de commandement dans le don, quoi. C'est intéressant. J'avais jamais. Pourtant, moi, j'ai travaillé dans une fondation communautaire et c'est vrai que c'est pas un cas de figure que j'ai rencontré au sein des fonds orientés par les donateurs. Donc, en général, tu as un comité qui est constitué des constituants du fonds. Éventuellement, les enfants siègent sur le comité et puis voilà, chaque année. On nous indique à qui reverser les rendements du fonds et puis c'est tout, quoi. À l'origine, on voulait transférer le pouvoir au complet à des groupes ou des communautés plus grassroots, mais on s'est dit qu'avec 300 000 $, c'est beaucoup d'argent, mais en termes de philanthropie, c'est quand même petit. Pour faire tout ce travail de recruter créer un comité, puis rémunérer leur travail, créer toute cette infrastructure, on s'est dit que ça valait peut-être pas la peine pour le montant qu'on avait. Puis on en a parlé avec des personnes qui seraient peut-être qui auraient fait peut-être partie de ce comité-là. Et alors on a choisi un modèle plus agile. Et comment on passe de consultant chez McKinsey à héritier rebelle ? Quel a été le déclic ? Je dirais que j'ai été élevé toujours avec l'idée que ce serait le fun de contribuer à la justice sociale puis au bien-être des autres. C'était comme une valeur qui m'a été transférée par mes parents. Mais ce qui a changé, c'est l'analyse par rapport à qu'est-ce que ça veut dire, ça. Ma carrière chez McKinsey, c'était toujours comme avec en tête un passage vers le monde des OBNL, ce que j'ai fait. Par la suite, puis j'ai travaillé, comme tu as dit, chez Ashoka, donc dans le monde de développement international, innovation sociale, entrepreneuriat social, etc. Et c'était pendant que je travaillais là que j'ai été, on peut dire, radicalisé. Donc, il y a un livre qui est sorti en 2010, je pense, qui s'appelle « The Revolution Will Not Be Funded ». Et c'est un livre qui a popularisé l'idée du Non-Profit Industrial Complex, donc le complexe charitable industriel. Une idée qui est inspirée par l'idée du complexe militaro-industriel aux États-Unis, qui parle de la relation entre le militaire, le gouvernement
et l'industrie aux États-Unis, puis la circulation de ressources entre ces trois entités pour faire des mauvaises choses. et donc, l'idée du complexe charitable industriel, ça vient de ça, le soutien des OBNL, des grands charités, des OBNL professionnalisés par les grandes fondations et par l'État, fait en sorte que les personnes qui cherchent à créer du changement social à travers des stratégies moins institutionnalisées, des stratégies plus grassroots, des stratégies plus confrontantes, ont beaucoup plus de mal à trouver des ressources parce que, genre, le récit de comment créer le changement social est très bien inscrit dans ces pratiques des OBNL très, très grands et professionnalisés. Et ça crée aussi un phénomène de brain drain. Alors, les leaders des mouvements grassroots, des mouvements sociaux grassroots, sont souvent poussés à prendre des emplois dans les OBNL pour toucher à des ressources pour bien vivre. Et ces organismes-là poursuivent des stratégies apolitiques pour le changement social et marginalisent en fait les groupes qui poursuivent des stratégies plus politisées. J'ai lu tout ça, puis j'en ai parlé avec des amis et j'étais comme « Oh wow, ok, c'est moi-même. Je fais partie de ce complexe-là. » Puis je promouvois des stratégies de changement social qui sont entièrement apolitiques, aseptiques, et je vois que les groupes, les acteurs de changement qui essaient de pousser des stratégies plus politisées sont bloqués par le fait que moi et des autres groupes comme moi occupent autant de place dans le récit collectif de comment se fait le changement social. Oui, donc en fait, la politisation, finalement, du récit qui entoure les inégalités, la lutte contre les inégalités, etc., elle est mal perçue, finalement. C'est ça que tu dis. Il y a une forme d'ostracisme vis-à-vis de ces gens qui sont peut-être un peu plus militants dans leurs actions. Effectivement. Genre, une autre manière de dire ça tire de l'inspiration du livre Winners Take All de Anand Giridharadas. Puis lui, il parle de la positivité toxique dans l'industrie des charités. Puis il parle du fait que très peu de difficulté de parler des solutions. On aime beaucoup parler des solutions, mais on a beaucoup de mal à parler des problèmes. Et que, genre, si on veut, les charités, les grands OBNL sont encouragés à parler des solutions, sont découragés de parler des problèmes. Puis les mouvements sociaux politisés qui parlent surtout des problèmes et qui présentent des solutions en lien étroit avec les problèmes qu'ils nomment sont, comme tu dis, ostracisés un peu, puis sont bloqués en tant qu'accès aux ressources. Mais tu l'as dit d'ailleurs, hein, tu disais, il y a une citation de toi quand je préparais l'interview où tu disais, en fait, je craignais que toutes nos bonnes actions ne produisent que des solutions à la recherche de problèmes, finalement. Alors, on l'a dit en introduction, ton mantra, c'est de challenger un peu le statu quo de la philanthropie traditionnelle ou mainstream. Comment tu définis la philanthropie mainstream, justement ? Je dirais que la philanthropie mainstream est diverse, d'abord. Si on regarde juste les chiffres, genre comment fonctionne la plupart de la philanthropie en tant que les sommes qui sont versées, la plupart de la philanthropie est gérée par des personnes riches et blanches qui sont en lien étroit, soit familial ou professionnel ou social, avec les personnes qui ont accumulé la richesse qui est redistribuée par la philanthropie. Et donc, si on croit que la plupart de l'accumulation de la richesse passe à travers de la violence structurelle, ça veut dire que les personnes qui gèrent la plupart de l'industrie philanthropique sont en lien étroit avec les personnes qui ont causé des torts, soit à travers le racisme systémique et historique, à travers l'extraction de la valeur des travailleurs et travailleuses, à travers l'exploitation des territoires autochtones non cédés, etc. Donc, la philanthropie mainstream en général est en lien étroit avec, puis est dirigée par les personnes qui sont en lien avec les groupes et les acteurs qui creusent l'inégalité dans notre société.
Est-ce que tu dirais que la philanthropie mainstream est quand même très en cheville avec la philanthropie des ultra-riches? Parce que, bon, dans la philanthropie, tu le disais, elle est très diverse. Il y a aussi la philanthropie qu'on appelle plus de masse, de gens comme monsieur et madame tout le monde. Là, on parle bien de cette grande philanthropie des ultra-riches. Tout à fait. Puis, en revenant aux chiffres, je dirais que la plupart des sommes philanthropiques ne sont pas dirigées aux projets de transformation sociale, sinon que des institutions et des projets qui soutiennent le bien-être des personnes riches. Tu as exploré aussi cette notion de privilège, parce que tu te considères toi-même comme un privilégié. Quels sont les biais qui viennent avec les privilèges, selon toi? Je dirais que nous, au sein de Ressources en Mouvement, on parle de deux types de biais qui viennent avec le privilège. Puis le premier, c'est le biais de ne pas identifier en tant que personne privilégiée. Il y a eu une étude aux États-Unis qui était très intéressante. Le service de revenus interne a fait un sondage pour demander aux contribuables avec quelle classe sociale est-ce que chaque personne identifiait. On peut voir les résultats puis voir selon la tranche de revenus, c'est avec quelle probabilité qu'une personne va s'identifier en tant que classe moyenne. Et les personnes qui sont plus censées s'identifier en tant que faisant partie de la classe moyenne sont les personnes riches. Donc, encore plus que les personnes de classe moyenne. Et nous, on trouve que ce biais-là, ça vient de la comparaison vers le haut. Donc, quand on a beaucoup, souvent, notre société est très stratifiée. Donc, souvent, on est entouré par d'autres personnes qui ont beaucoup. Et on se compare avec ces personnes-là et surtout avec les personnes qui ont plus que nous. Donc, moi-même, j'ai vécu ça en commençant mon application avec Ressources en Mouvement. J'avais pas d'idée par rapport aux chiffres de la richesse de ma famille parce que ça se parle pas. Ça aussi, c'est un biais. Il y a des énormes tabous par rapport à parler franchement des chiffres de richesse. Donc, moi, je m'identifie en tant que personne de upper middle class, privilégiée, mais pas riche. Mais finalement, quand j'en ai parlé avec ma famille, je me suis rendu compte que, on fait partie du 1% des familles les plus riches au Canada. Donc, on est clairement une famille riche, mais c'était pas du tout ma perception. Intéressant. Et le deuxième biais? Le deuxième paquet de biais, ce sont des biais qui viennent avec le privilège. Puis je dirais que ces biais-là viennent avec le privilège de classe, mais aussi avec n'importe quel autre type de privilège, nous, on pense. Puis ce sont des biais qui nous empêchent de bien percevoir les réalités des autres et de bien interagir avec les autres selon ces réalités. Nous, on fait des ateliers avec nos membres, puis il y a un atelier qui est centré sur ces biais-là. Il y a comme un paquet de 8 biais qu'on décortique ensemble. Deux exemples que je peux partager avec toi. On appelle ça en anglais « the always comfy effect ». On les appelle les effets secondaires du privilège de classe. Donc, l'effet secondaire de toujours vouloir être confortable. Quand on est entouré de personnes qui nous ressemblent, et quand on n'a pas besoin d'être confronté par les réalités de notre système violent, on vit dans un confort pas mal continu et ça nous fragilise. Et donc, quand on est confronté par, soit de la critique, soit des demandes de soutien, on reçoit souvent la critique en tant qu'une attaque. On reçoit les demandes de soutien en tant que des revendications, puis on a très peu de souplesse par rapport à comment on accueille les réalités des autres qui confrontent finalement le récit que la société est plutôt juste et que nous, on n'a rien à devoir aux autres en conséquence de notre privilège. Et puis, les personnes fortunées ont aussi une longue histoire d'intervention, mais sans tenir compte du leadership des communautés desservies. Donc, c'est un petit peu l'idée que tu essaies d'amener à travers ça. Et d'ailleurs, je pense que tu prends l'image du bateau et du sous-marin.
Ah oui, le fameux bateau et sous-marin. Ben, les métaphores qui s'en servent des icebergs sont très populaires partout. Et nous, on utilise ce métaphore-là, puis c'est pas nous qui l'avons créé. C'est très réparti dans les groupes qui font de l'éducation anti-oppressif. Mais l'idée, c'est que les personnes privilégiées sont sur un bateau au-dessus de l'eau et que les personnes qui vivent des oppressions sont dans un sous-marin. En prenant nos chemins, on passe à travers des icebergs et quand on est dans le bateau, on voit juste la pointe de l'iceberg, puis quand on est dans le sous-marin, on aperçoit tout ce qui est en dessous. Et quand on regarde des oppressions, on dit souvent que la pointe de l'iceberg, c'est ce qui se manifeste à travers les interactions interpersonnelles, mais ce qui sous-tend tout ça, c'est les institutions, c'est la culture et les récits collectifs. Et les personnes privilégiées sont isolées des effets de ces institutions et de ces récits collectifs. Donc, on n'est souvent pas au courant. Très intéressant. Et tu parles aussi de dissonance cognitive des riches qui, je te cite, éteint la faculté empathique. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu plus cette idée? Oui, c'est une idée assez fondamentale dans notre travail collectif chez Ressources en Mouvement. Ce qu'on croit, c'est que quand on grandit dans une situation de privilège, dans une société inégale et injuste, on reçoit deux perspectives en même temps. La perspective qu'on reçoit de notre famille puis des médias dominantes, c'est une perspective que la société est plutôt juste, que certainement il y aurait des choses à changer, mais que c'est des changements, c'est pas des changements fondamentaux. Que la société dans laquelle nous vivons, c'est plutôt une méritocratie, puis que la mobilité de classe, la mobilité sociale, ça existe toujours. Et donc que nous, en tant que personnes privilégiées qui tirent profit de ce système-là, de cette société-là, on n'a rien à devoir à qui que ce soit. Quand on voit de nos propres yeux la société qui nous entoure, on voit que la majorité des personnes sont dans un struggle, dans une lutte pour combler les besoins de base. On voit que la mobilité sociale pour la majorité des communautés dans notre société, ça existe vraiment très, très peu. La richesse se concentre de plus en plus dans de moins en moins de mains. Et donc, la dissonance entre ces deux perspectives, ça fait mal. Et surtout quand on est jeune, on est très dépendant de notre famille. Et donc, on résout cette dissonance en s'empêchant de pouvoir percevoir cette deuxième perspective-là. Donc, on arrête de constater les injustices qui nous entourent, puis on s'enligne de plus en plus vers cette idée que la société est plus ou moins, ou plutôt juste. Et en faisant cela, on perd la capacité de bien percevoir, encore une fois, les personnes qui vivent des situations différentes que les nôtres. Donc si on prend le contre-pied de tout ce qu'on vient de dire, on aboutit au grand principe de la philanthropie de justice sociale. Donc s'intéresser au changement systémique pour s'attaquer aux causes profondes de l'injustice raciale, économique, environnementale, et pas seulement aux symptômes. Il y a aussi cette idée de solidarité avec les mouvements de justice sociale, donc en contribuant non seulement en argent, mais aussi de plein d'autres manières. Et je pense que la première des choses, c'est aussi de s'éduquer, si je t'entends, d'être un peu plus éclairé sur cette fameuse dissonance cognitive qu'on ne veut pas voir. Et puis, peut-être remettre au cœur du système l'autodétermination des bénéficiaires, c'est-à-dire qui sont les plus à même de décider finalement de quoi ils ont besoin, comment, où allouer les fonds, etc. C'est bien résumé ? Oui. Et on va parler à présent de ressources en mouvement. On en a parlé jusqu'à présent, mais j'aimerais que tu nous expliques un petit peu d'où vient ce mouvement finalement, comment il est né, qui sont les membres et quelles sont les activités que vous menez à travers ce mouvement. J'aime bien l'invitation à parler de d'où ça vient parce que moi je trouve que c'est une histoire importante puis dont on ne parle pas assez. Nous, on a été inspirés par un groupe aux États-Unis qui s'appelle Resource Generation. Eux autres, leur histoire, c'est que dans les années 90, il y avait un groupe d'afroféministes à New York qui cherchait à lancer
un nouveau fonds pour soutenir les luttes féministes intersectionnelles. Ces femmes-là cherchaient à s'allier avec des personnes qui avaient accès à la richesse pour soutenir financièrement les mouvements avec lesquels ces femmes étaient en contact. Et donc, elles ont tissé des liens avec des jeunes personnes progressistes féministes. L'idée a été lancée de cibler de manière continue l'éducation politique et la mobilisation des jeunes personnes privilégiées progressistes pour cultiver des alliés à long terme pour les mouvements sociaux. Donc, l'idée vient des mouvements sociaux, en fait. Genre, voilà, 25 ans plus tard, ce sont des organismes qui bourgeonnent partout à travers le monde. Il y a Resource Generation aux États-Unis. Il y a Ressources en Mouvement qui existe depuis maintenant 8 ans au Canada. Il y a Resource Justice aux États-Unis qui existe depuis 3 ans. Il y a Resource Transformation dans l'Europe qui parle l'allemand. Il y a un autre groupe qui se prépare à se lancer dans la France, d'ailleurs, qui n'a pas encore choisi un nom, mais qui va se lancer en automne de cette année. Puis il y a aussi un groupe en Australie qui se prépare à se lancer, qui n'a pas non plus choisi son nom. Mais on multiplie. Est-ce que vous vous parlez entre vous? Est-ce qu'il y a un projet de coalition internationale? Oui, absolument. On a des appels de concertation 3 fois par année. Et donc, rendu là, on pourrait dire qu'on est un mouvement en soi de conscientisation et de mobilisation des jeunes personnes privilégiées pour soutenir les mouvements sociaux. Alors justement, on parle de personnes privilégiées. Vos membres, ils font partie des 20% les plus riches. Ça veut dire quoi concrètement? Notre membership, c'est les personnes qui font partie soit du upper middle class ou des riches. Et au Canada, cela veut dire, pour quelqu'un de mon âge, par exemple, moi j'ai 39 ans, ça voudrait dire des actifs de 300 000 $ ou un revenu annuel de 85 000 $. Et en fait, moi, personnellement, je ne touche pas ni à des actifs à ce niveau, ni à un salaire de ce niveau, mais notre membership est défini aussi comme des personnes qui font partie des familles qui font partie de ce top 20%. Donc, moi, ma famille est beaucoup plus riche, donc je me considère membre. En fait, c'est cette idée d'accès à la richesse. C'est ça. Que tu l'as pas forcément... Là, toi, tu n'as pas forcément cet actif ou ce revenu annuel, mais tu as accès d'une certaine manière à cette richesse. C'est ça, indirectement à travers ma famille. À travers le patrimoine familial. D'accord, je comprends. Vous parlez d'une croyance qui est que toutes les crises sont liées aux inégalités. Donc, qu'il s'agisse de la pauvreté, du racisme systémique, de la montée de l'extrême droite ou encore des changements climatiques. D'ailleurs, il y a une citation que tu affectionnes particulièrement et qui est « La philanthropie est une chose bien louable, mais elle ne doit pas faire oublier aux philanthropes le contexte d'injustice économique qui rend la philanthropie nécessaire. » Tout à fait. C'est de qui? C'est de Martin Luther King Jr. Ah. Et vous menez donc 3 types d'actions. Est-ce que tu peux nous en parler Oui, en fait, c'est rendu 5 maintenant. On est en train de renouveler notre plan stratégique. Tout commence par l'éducation. L'éducation par les pairs, l'éducation entre membres. Et c'est de l'éducation par rapport à ce sont quoi ces problèmes dont on ne parle pas dans le complexe charitable industriel. Ce sont quoi les racines de nos crises actuelles? Puis, justement, on parle de la legs de l'esclavage, on parle du colonialisme, on parle de l'exploitation ouvrière, le racisme systémique, etc. On fait le travail personnel pour décortiquer nos biais et pour éclairer les manières dont on ne s'aperçoit pas bien et dont on n'aperçoit pas bien les autres. On s'outille avec des manières de raconter nos propres histoires et les histoires de nos familles qui ne perpétuent pas la mythe de la méritocratie. Donc, si on veut résumer, ce qu'on fait entre nous, c'est déconstruire les mythes de méritocratie entre nous et ensuite s'outiller pour ne pas perpétuer ces mythes-là dans nos interactions avec les autres. Et une fois que cela est fait, on se voit en tant qu'un mouvement de personnes bénévoles
En fait, je devrais préciser, tu as dit que je suis rentré en tête de l'organisme, mais on a une structure horizontale. Donc, moi, je fais la coordination, mais c'est les membres bénévoles qui prennent le leadership, puis on prend nos décisions par consensus. Et c'est important pour nous parce que nous, on cherche à pas reproduire, finalement. Oui, tout à fait. On cherche à incarner les valeurs qu'on tient dans notre structure et dans nos façons de faire. Donc, faire le recrutement, puis travailler en continu sur nos façons de faire, sur nos systèmes de care mutuel. Ça fait partie du travail. C'est le travail reproductif qui est souvent féminisé, puis qui est souvent effacé dans les organisations, puis dans les mouvements. Donc, nous, on essaie de l'éclairer. Et alors, l'éducation et le travail de care, ça rend possible le travail de mobilisation. Et on se mobilise en trois façons. D'abord, par mobiliser les ressources. Chaque membre de Ressources en Mouvement fait un plan de redistribution personnelle. Donc, on prend en compte qu'est-ce qu'on a, puis de quoi est-ce qu'on a besoin, et donc qu'est-ce qu'on veut faire avec tout ce qui reste. On essaie aussi d'influencer la philanthropie pour que les institutions philanthropiques adoptent cette même approche de redistribution, de philanthropie de justice sociale. Puis le deuxième volet de mobilisation, c'est participer dans les campagnes et dans les mouvements sociaux. Donc, nous, on soutient des partenaires grassroots dans leur campagne. Donc, par exemple, ici au Canada, il y a une grande campagne nationale pour la régularisation des personnes sans statut. Et on organise nos membres dans chaque ville où on a une présence pour soutenir les manifestations, les plaidoyers politiques de la coalition qui mène cette lutte-là. Et c'est un exemple de lutte qu'on soutient. Puis on prend aussi du leadership dans d'autres luttes, notamment les luttes dans lesquelles les voix des personnes privilégiées peuvent jouer un rôle pointu. Par exemple, notamment la lutte pour la justice fiscale. Donc, on reconnaît que nous, on est les seules personnes qui peuvent dire « taxez-moi, taxez mon héritage, taxez ma famille ». Et donc, on s'organise pour passer ce message en collaboration avec les groupes plus grassroots qui mènent aussi des campagnes sur ce sujet-là. Puis le dernier volet, c'est le changement des récits collectifs. Donc, nous, notre but, c'est de changer la culture qui entoure la richesse pour que d'ici une génération, ça devienne très, très pas cool de songer à garder sa richesse pour soi. Donc, nous, on aimerait bien que d'ici 20 ans, quand quelqu'un dans la vingtaine reçoit un grand héritage, puis que cette personne dispose déjà de toutes les ressources pour bien vivre, qu'il n'y aurait aucune question de garder cet héritage-là, mais que le réflexe serait immédiatement de redistribuer cet héritage-là pour soutenir les groupes qui cherchent à rendre la société plus juste. Mais le point fiscal que tu cites est très important parce que c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il est possible de garder son argent en dehors du circuit économique finalement. C'est justement parce qu'il y a eu un recul du système fiscal à travers notamment la réduction des taux d'imposition des individus les plus riches. Et puis, il faut rappeler que le Canada, c'est le seul pays du G7 à ne pas avoir d'impôt sur les successions. Lamentablement. Pas d'impôt non plus sur la fortune. Deuxième chose, c'est le transfert du prélèvement fiscal sur les classes moyennes. Donc, c'est cette question qui entoure la fiscalité, elle est super importante en fait dans ce qui vous préoccupe. Absolument. Est-ce que tu peux nous parler des mouvements sociaux que vous soutenez chez Ressources en Mouvement ? Oui, absolument. Je viens de mentionner le mouvement pour les droits des personnes migrantes, puis aussi le mouvement pour la justice fiscale et la justice économique. Dans chaque ville où on a une branche locale, on cherche à créer des partenariats avec des acteurs qui luttent au sein des mouvements sociaux grassroots dans ces villes-là. Et donc, ça dépend de la ville et des enjeux qui sont plus centrales dans ces villes-là. À Vancouver, par exemple, l'abordabilité des logements est un enjeu affreux, catastrophique, puis une crise. On cible vraiment à soutenir les luttes pour l'accès au logement.
Surtout quand on sait que la plupart des logements sont vides, en fait. Exactement, oui. Donc, on appuie les impôts sur les logements vides, etc. Ici à Montréal, où il y a eu beaucoup de déni de l'existence du racisme systémique, on s'est allié à travers les années avec les groupes et les coalitions qui cherchent à mener cette lutte-là pour acknowledge et pour lutter contre le racisme systémique. À Toronto, la violence policière est quelque chose qui cause beaucoup de violence puis beaucoup de morts. Notre chapitre s'est allié avec les groupes qui cherchent à promouvoir des solutions de justice non carcérale puis d'abolir la police, en fait. Donc, ouais, c'est ça. On soutient les luttes qui sont menées par les personnes qui sont les plus touchées par des enjeux sociaux et qui cherchent à changer structurellement les conditions qui créent ces enjeux. Je te propose maintenant qu'on dézoome un petit peu. Depuis la pandémie, on assiste à une forme de retour de lutte des classes et même à une inflation des discours anti-riches, à la fois dans la sphère politique de gauche et d'extrême gauche, mais aussi sur les réseaux sociaux où le hashtag Eat the Rich enregistre près d'1 milliard de vues. Donc ça, c'est un raccourci d'un dicton attribué au philosophe Jean-Jacques Rousseau qui disait « Quand les pauvres n'auront plus rien à manger, ils mangeront les riches ». Qu'est-ce que ça dit de notre société ? Je pense que ça dit de notre société qu'on est dans un moment de crise, que la classe dirigeante est en train de bien foutre tout le monde d'autre. Nous, la classe dirigeante, on est en train de faire ça à cause de nos biais. La plupart du temps, on ne s'en rend pas compte. On croit sincèrement que nos interventions sont justes puis sont bonnes. Ça fait en sorte que la richesse devienne de plus en plus concentrée, la pauvreté devienne de plus en plus répandue, les institutions publiques deviennent de moins en moins puissantes et capables, et donc les tensions sociales deviennent de plus en plus accrues. Et je dirais surtout que le fait que nous, la classe dirigeante, non seulement on croit nous-mêmes que le système néolibéral marche bien et est un bon système, mais le fait qu'on pousse cette idée à travers les médias, puis à travers les autres institutions qui créent le récit collectif, le fait qu'on pousse ce récit, ça fait en sorte que les solutions politiques qui sont proposées, qui nomment le néolibéralisme comme problème, sont pas bien accueillis, ce qui fait en sorte que les solutions proposées qui sont plus démagogues, qui sont plus du côté de l'extrême droite, qui présentent des récits simplistiques, qui citent des boucs émissaires comme les communautés migrantes, par exemple, ces récits-là sont mieux accueillis. Et donc, ouais, le fait qu'on refuse d'accepter que nos systèmes ne fonctionnent pas, ça fait en sorte qu'on bloque le changement qui est proposé par les mouvements de gauche, et on rend beaucoup plus facile le travail des mouvements d'extrême droite qui proposent d'autres solutions qui sont plus simples. Nous, la classe dirigeante, on a un choix à faire. Soit on peut accepter que la continuation de ce niveau d'inégalité n'est pas possible, puis qu'on se dirige vers une rupture, et qu'on prenne le choix de nous-mêmes abolir en tant que classe dirigeante. Puis une autre manière de décrire le travail de ressources mouvement, c'est essayer d'abolir la classe dirigeante par l'interne. Et donc, on peut faire ça, ou on peut continuer de se demander pourquoi l'extrême droite continue à bâtir le pouvoir et sans jamais accepter les réponses qui nous sont présentées par les groupes de gauche. Est-ce que tu penses qu'on se dirige vers un point de non-retour envers la culture des riches ? Oui, je dirais que potentiellement, oui. Ce refus d'accepter la violence qu'on perpétue et ce refus d'accepter le fait que la société que nous, on dirige soit pas soutenable à long terme, ça nous dirige vers un point de non-retour. Autrement dit, une rupture qui creusera encore
plus violemment les écarts entre les riches et les pauvres, puis les dystopies d'enclaves fortifiées et armées avec les armées privées, on les voit déjà dans plusieurs parties du monde. Et d'après moi, avec la crise climatique qui s'empire, la continuation du statu quo, ça nous emmène vers ce réalité-là partout dans le monde. Écoute, j'aimerais te faire réagir à une récente déclaration de Nathalie Cargill, qui a donné un talk au TED qui a eu lieu en avril dernier, et qui a déclaré que si 1% de la population la plus riche de la planète donnait 10% de ses revenus à des causes, on pourrait accumuler 3500 milliards de dollars par an de budget, et qu'avec cette somme, on pourrait donc éradiquer l'extrême pauvreté, les pandémies, doubler le budget de recherche pour atténuer les effets du changement climatique, etc. Donc on voit bien que la philanthropie, qui est une forme de redistribution volontaire, est brandie un peu comme une solution. Comment tu réagis à ça? Est-ce que c'est pas plutôt un frein aux arguments que vous appuyez, en fait? J'aime bien cette notion qu'avec un transfert de 10% des actifs de la richesse des personnes les plus fortunées, on pourrait résoudre nos problèmes planétaires, puis je pense que c'est probablement juste. Et je pense qu'un transfert de 10%, c'est pas grand-chose, en fait. On ferait mieux de transférer bien plus de ce qui a été privatisé, accumulé vers les communs. Et donc, quand on regarde la philanthropie qui, au Canada, a un taux de versement de 3,5%, puis qui pourra augmenter à 5%, et même ça, c'est comme wow. D'après moi, si on veut vraiment résoudre les problèmes dont on fait face, ça prendra beaucoup plus. Ce sera probablement pas possible uniquement à travers la redistribution volontaire. Donc, on a besoin de systèmes universels pour rediriger les ressources qui sont accumulées par les plus riches envers les projets sociaux en commun. Oui, puis cette redistribution volontaire des riches, finalement, elle contrebalance pas la disproportion qu'il y a entre leur fortune et leur utilité sociale qui s'exprime à travers la philanthropie, finalement. Parce que la question de fond, c'est ça, celle que vous soulevez. C'est vraiment cette disproportion, finalement, des rapports de force. Et puis, ouais. Toi, tu vas plus loin en affirmant que le secteur philanthropique a un rôle à jouer dans la lutte pour la justice fiscale, en prenant position et en soutenant les mouvements de justice fiscale. C'est très radical. Est-ce que le secteur a envie de porter ce militantisme? C'est une bonne question. Je dirais que ici au Québec, il y a un groupe qui s'appelle le Collectif des fondations québécois contre les inégalités. Et c'est un groupe qui a été fondé pour étudier la relation entre la philanthropie et l'inégalité économique et prenant en considération la justice fiscale. Ça me donne de l'espoir qu'il y ait un groupe de fondations qui parle de ça. Est-ce que ce groupe a pris position sur la justice fiscale? D'après ce que je sache, pas encore. C'est clair qu'il y a des incitatifs qui contrebalancent n'importe quelle prise de position pour la justice fiscale, parce que c'est les personnes riches qui accumulent de l'argent à travers les taux fiscaux très très basses qui rendent possible la philanthropie. Donc, ouais, ça reviendrait un peu à se tirer une balle dans le pied, quoi. C'est là où c'est un peu... Sauf que je dirais que, moi, je ne ferais pas le travail que je fais au sein de Ressources au Moment si je ne croyais pas qu'on pouvait et qu'on devrait redéfinir l'intérêt personnel en tant que personne riche et non pas viser moins sur l'intérêt matériel et viser plus sur l'intérêt qu'on a, soit à long terme, éviter une rupture sociétale, mais aussi, même à court terme, l'intérêt personnel qui est plus moral, spirituel, puis le fait que, cette blessure de faculté empathique éteint, c'est quelque chose qui nous fait mal, ça aussi. Donc, l'acte de guérir cette blessure-là, puis de se reconnecter avec notre faculté empathique, d'agir en conséquence pour réduire l'écart entre riches et pauvres et redistribuer la grande partie de nos ressources en soutien de cette lutte-là. Je trouve que ça aussi, ça fait partie de notre intérêt personnel.
En tout cas, l'avenir nous dira si les têtes de réseau s'empareront de ce débat qui est très très délicat. Mais la bonne nouvelle, en tout cas au Canada, c'est qu'il y a un élargissement de la notion même de bienfaisance, puisque les fondations peuvent à présent faire des dons à des organismes qui n'ont pas le statut d'organisme de bienfaisance et qui par définition ne peuvent pas émettre de reçu d'impôt. Oui, c'est une bonne nouvelle. Alors j'imagine que tu l'accueilles comme un signe d'espoir. John, écoute, on arrive un petit peu à la fin de cette interview. Pour conclure, quel serait ton message, quel est le message que tu aimerais adresser aux personnes qui nous écoutent pour un message positif, j'entends, pour leur donner goût à la philanthropie, leur redonner aussi espoir sur l'avenir de la philanthropie qui est en pleine transformation actuellement parce qu'elle s'inscrit aussi dans des mutations beaucoup plus larges au sein de la société. Je pense notamment au renouvellement des générations de donateurs, etc. Donc, c'est quoi ton message d'espoir pour conclure cet épisode? Mon message d'espoir serait la philanthropie de justice sociale reste très petit comparativement à la philanthropie mainstream. C'est un petit coin du monde philanthropique qui est en pleine croissance. Qu'il y a beaucoup d'initiatives, de projets, de fonds de justice sociale qu'on peut soutenir. Et aussi, je dirais que pour les personnes qui sont privilégiées, qui sont riches ou privilégiées de classe, qui écoutent mes perspectives, puis qui se sentent peut-être menacées ou inconfortables, je veux juste partager que mon expérience comme personne qui fait maintenant partie de cette communauté de ressources en mouvement, c'est une expérience qui a passé par l'inconfort, c'est clair, mais qui finalement est définie par la joie, l'appartenance. Prendre ce saut pour explorer une autre manière de définir son intérêt personnel. C'est inconfortable, mais ça fait énormément du bien. Et donc, j'inviterai à quelconque personne qui s'identifie peut-être comme privilégié de classe, qui écoute ceci et qui voudrait peut-être explorer cette communauté dont je fais partie, de venir nous voir sur notre site web Resource Movement, c'est en anglais, .org. Allez sur notre page Impliquez-vous pour nous joindre. Merci beaucoup, John. Merci à toi. Merci beaucoup d'avoir écouté Philanthropio. Vous avez aimé l'émission? Dites-le moi avec 5 étoiles et des commentaires sur l'application Apple Podcast. Vous pouvez retrouver également tous les épisodes sur philanthropio.com. Si vous souhaitez réagir, écrivez-moi à charlène@philanthropio.com. À bientôt pour dérouler le fil de nouveaux récits.